Bonsoir à tout le monde. Donc, on va commencer sur ces droits de l'homme qui tombent bien en cette période. Donc, il y a une chose qui est bien de faire, c'est d'essayer de se remettre dans le contexte de l'époque. Alors, bien sûr, pour l'homme de 2020, il n'est pas facile d'imaginer la société française à la fin du XVIIIe siècle. Néanmoins, il y a deux choses qui correspondent de très près. Et là, on va en parler rapidement, c'est la franc-maçonnerie et les Illuminés de Bavière qui donnent naissance aux Illuminati. Donc ça démarre. La franc-maçonnerie, elle, est une tradition classique de professionnels du bâtiment qui s'échangent entre eux des techniques professionnelles, en particulier dans le domaine de la construction des cathédrales. Et donc, il se forge au cours des siècles une confrérie de gens qui ont des valeurs qui sont extrêmement chrétiennes, qui sont professionnelles, et donc il y a certaines exigences pour faire partie de cette confrérie. La première de toutes étant d'être un ouvrier du bâtiment, qu'on soit un sculpteur, un tailleur de pierre, peu importe, mais il fallait être dans cette branche-là et il fallait être chrétien. Donc, cette franc-maçonnerie qu'on appelle la franc-maçonnerie opérative, elle dure jusqu'à environ 1700, jusqu'à ce qu'un homme l'utilise dans un autre sens. Il s'agit de Cromwell, en Angleterre, qui, au début du XVIIIe siècle, crée ce qu'on appelle désormais la franc-maçonnerie spéculative. Et là, c'est le renversement, c'est-à-dire que ce n'est plus des gens du bâtiment exclusivement qui rentrent dedans, c'est l'aristocratie. L'aristocratie, à cette époque, elle commence à acquérir énormément de richesses parce que grâce à l'esclavage en particulier, grâce aux colonies, l'Angleterre est numéro un mondial. Sur les mers, c'est l'Angleterre qui domine le monde. Et donc, il se trouve toute une caste de marchands, d'aristocrates qui ont investi dans les bateaux marchands, qui a énormément d'argent et qui voudrait bien prendre sa part de pouvoir sur le roi et sur la cour. Et donc, Cromwell provoque une révolution, fait assassiner le roi et prend la direction de l'Angleterre en créant immédiatement donc toute cette caste par l'intermédiaire de la franc-maçonnerie. Et donc, en faisant rentrer tous ces aristocrates et ces marchands, la franc-maçonnerie change complètement de visage. Certaines loges anciennes veulent garder leurs règles, beaucoup d'autres admettent de nouvelles règles parce que l'argent arrange les choses et fait bien les choses. Et donc, on admet peu à peu ça et il crée donc la notion des députés qui est peu connue. Il faut savoir qu'à cette époque-là, les députés, le Parlement, toute la notion de république, Cromwell l'attire bien sûr des écrits de Machiavel, par lesquels, par la République, il espère donc pouvoir installer un Parlement et à partir de là, donc d'établir sa caste à lui et donc tous ces marchands riches qui obtiendraient le pouvoir définitivement. Bon, il n'aura pas réussi. Mais toujours est-il qu'en attendant, il a donc créé cette notion de Parlement qui, elle, est restée avec des députés. Et ces députés, leur principe de fonctionnement, c'est de mettre leur voix aux enchères. Donc, lorsqu'il y a une voix, lorsqu'il y a un projet de loi, lorsqu'il y a une décision à prendre, les députés offrent aux entreprises leur voix et les entreprises montent les enchères. Et à la fin, donc, le député vote pour celui qui a payé le plus cher. Et donc, ce principe des députés s'est maintenu tout le temps. Et les députés continuent à être ceux que les lobbies démarchent pour offrir des sommes pour qu'ils votent les lois qu'on leur demande. Et donc, c'est le principe même de la République qui fonctionne que par la corruption. Alors, ça se met en route sous Cromwell. La franc-maçonnerie devient spéculative à ce moment-là. D'Angleterre, ça commence à arriver dans la France en premier, et puis en Belgique et dans les autres pays d'Europe. Et lorsque les Illuminés de Bavière naissent, donc aux alentours de 1750-1760, ils sont eux-mêmes issus des chevaleries teutones, qui sont la franc-maçonnerie allemande. Et donc, eux font le lien entre les deux et pénètrent complètement une nouvelle franc-maçonnerie qu'ils commencent à créer sur toute l'Allemagne, la Prusse,
à cette époque et commencent à développer donc leur propre concept à l'intérieur de la franc-maçonnerie, de prendre du pouvoir à travers celle-ci, jusqu'à ce qu'un homme arrive de, à l'origine de Turquie, qui arrive donc sur cette zone allemande et crée les Illuminés de Bavière avec Bischoff et toute l'histoire dont on a parlé hier. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Et donc, on se retrouve avec une situation en 1776 où se créent officiellement les Illuminés de Bavière et immédiatement la création de 600 clubs de jacobins rien qu'en France. Pendant ce temps-là, les Illuminati, eux, ont déjà pénétré la France par le duc d'Orléans, où se montent les premières loges, et une autre loge qui se monte à Paris. Alors, à cette époque-là, c'est les Martiniques. La loge Martinique s'appelle, et l'autre à Paris s'appelle les Philalettes. Tout ça de mémoire, hein, c'est des vieux écrits. Et donc, on est en 1789 lorsque s'écrivent les droits de l'homme. Alors, beaucoup de gens aujourd'hui disent, oui, mais les droits de l'homme, ça vient des francs-maçons. Alors, quand on est dans une société, et si on veut se replonger dans cette époque-là, à cette époque-là, si vous êtes quelqu'un qui aime lire ou qui sait écrire, ou qui avait de la culture ou de la science ou n'importe quoi, eh bien, le seul moyen d'être en contact avec les autres, c'était de passer par la franc-maçonnerie. Et donc, à cette époque-là, tous les gens un peu cultivés, tous les gens qui voulaient des relations avec d'autres gens du même niveau, entraient naturellement dans la franc-maçonnerie pour pouvoir correspondre avec d'autres gens. Et c'est pour ça qu'on accuse souvent des écrivains célèbres, des gens et tout, Newton, des scientifiques en quantité, en disant qu'ils étaient francs-maçons. Oui, mais ce n'est pas un défaut. C'est à cette époque-là normal de passer par une voie qui permet d'être en contact avec d'autres gens des mêmes relations, du même monde. Et donc, lorsqu'elle a décidé d'écrire une notion des droits de l'homme, c'est issu des raisonnements de gens comme Descartes, comme Voltaire, Diderot, d'Alembert, etc. Tous ont participé à cette idée des Lumières de créer des droits humains qui rendraient tous les hommes égaux. Et la première idée qu'ils avaient, c'était simplement ça, c'était simplement de remettre en question l'esclavage et de remettre en question les décisions du pape. Ils étaient anti-décision papale qui avait décrété que les Noirs, du fait qu'ils n'étaient pas blancs, ils n'avaient pas d'âme. Et ça, c'était une décision du pape, tout seul, qui avait décidé donc que les Noirs, les Indiens, tous les métis n'avaient pas d'âme. Et c'est pour ça qu'à cette époque-là, beaucoup de confréries jésuitiques offraient, en particulier sur le continent sud-américain, offraient donc aux populations de travailler comme esclaves toute leur vie, en échange de quoi, à la fin de leur vie, ça leur conférerait une âme qui serait accueillie au paradis et qu'ils seraient reconnus comme des êtres humains à part entière. Et donc, ce genre de truc a bien fonctionné pour maintenir les gens en esclavage, pour développer cela. Et puis, lorsque en France, ils ont voulu établir les droits de l'homme, la première réflexion, la première base, c'était de mettre donc tous les hommes égaux, sans tenir compte et sans parler ni d'âme ni de religion. C'est pour ça qu'au début du texte, vous verrez écrit « sous l'égide de l'être suprême », ce qui ne veut rien dire. Ce qui veut dire n'importe quel Dieu, n'importe quel nom que vous lui donniez, n'importe quelle religion que vous ayez, de toute façon, tous les hommes sont égaux. Et là-dessus, ils ont réuni un comité de personnes qui étaient intéressées à une rédaction des droits de l'homme qui aille un petit peu plus loin que cela. Le nombre exact, même aujourd'hui, on n'arrive pas à le trouver avec précision. Pourquoi? Parce que regardez, un petit peu comme nous. Aujourd'hui, on fait une action, etc. Mais il y a des gens qui étaient avec nous il y a 1 an, il y a 2 ans, qui ont dû abandonner pour reprendre des activités professionnelles, qui ont abandonné pour des raisons psychologiques, pour la femme qui est fâchée avec le mari, et si elle continue avec nous. Et donc, il y a des mouvements qui se créent. Ce n'est pas forcément toujours les mêmes personnes qui ont tous participé, parce que ça s'est élaboré quand même sur l'espace de presque 1 an. Pendant 1 an, ils ont travaillé sur ces sujets par de multiples réunions, et on estime qu'ils étaient environ 260 à 280 personnes en tout, avec quelques déclarations des droits de l'homme qui étaient beaucoup plus performantes que les autres, parce que ceux qui les ont écrits
avait un esprit beaucoup plus vif, plus clair, et on parle en l'occurrence par exemple de Condorcet ou de l'abbé Sieyès. Condorcet avait écrit certainement la meilleure de toutes les rédactions, mais il lui était reproché par les autres qu'il employait des termes un peu trop savants, c'était trop complexe à comprendre et qu'il fallait simplifier au maximum pour la rendre accessible à tous. Car une idée majeure était venue dans leur esprit, qui était d'enseigner cette déclaration des droits de l'homme dès l'école, dès le plus jeune âge, pour que tout le monde en ait conscience. Et donc, une fois qu'ils avaient terminé cette rédaction, qui a été publiée en août 89, elle a été admise par la France entière. Elle a servi de base à beaucoup des réflexions et elle a commencé à être rédigée sous forme d'un panneau, qui est le panneau qu'on trouve encore, enfin qu'on trouvait encore il n'y a pas longtemps, dans tous les lieux publics, de façon à ce qu'elle soit sans arrêt présente à l'esprit des hommes. La volonté était que tout le monde sache quels sont ces droits de l'homme, parce que ça entraînait naturellement de savoir quels sont nos devoirs. Quand vous connaissez que votre droit est la liberté, jusqu'où va votre liberté? Jusqu'au moment où on l'empiète sur celle du voisin. Et donc, la création des droits entraînait naturellement la création des devoirs. Alors, l'idée était de la rendre le plus publique que possible. Pour cela, l'affichage de ce panneau, qui est un panneau normalement rectangulaire, dans lequel il y a le préambule, qui prévient que si on oublie tous les termes qu'il y a là, ou si on les méprise, on va automatiquement permettre que la corruption s'installe au niveau du gouvernement. Et on va perdre ses droits. Et ça, c'est le préambule qui est d'une valeur extraordinaire, inestimable. Le préambule de la Déclaration des droits de l'homme prévient exactement du châtiment qui vous attend si vous ne respectez pas ces droits, si vous les oubliez ou si vous les méprisez. Et donc, pour que ces droits soient présents dans les esprits de tout le monde, ils ont commencé à être affichés, alors bien sûr au départ dans les journaux, pour informer tout le monde. Et il ne faut pas oublier que dans une période où il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas tout ça. Et donc ensuite, c'est l'affichage dans tous les tribunaux de France, donc toutes les mairies de France, dans tous les lieux publics, et la poste en particulier, dans toutes les écoles aussi. Et ces panneaux permettaient que chaque élève qui rentre à l'école tombe d'abord sur ce panneau en permanence, les droits de l'homme qui étaient répétés, qui sont entrés dans les esprits et qui ont fait quelque part la réputation de la France, qui a commencé dès cette époque et qui s'est plus encore matérialisée durant le siècle suivant, qui fait que le monde entier, à la fin du siècle suivant, considérait la France comme le pays des droits de l'homme. C'était le surnom de la France. Le pays des droits de l'homme, le pays de la liberté. Et c'était un rêve pour tout être humain de la planète qui était mal dans son pays. C'était partir de son pays, c'était systématiquement pour aller en France, pas ailleurs. Parce que c'est le pays des libertés, c'est le pays où tout est permis, c'est le pays où on peut s'exprimer. Et donc, cette notion nous a valu, à nous, la France, de récupérer les plus grands sculpteurs, les plus grands peintres, des poètes en quantité, et regarder un peu tous les noms des grands hommes entre 1870 et 1950, et vous allez trouver une multitude d'étrangers qui sont passés par la France et pour qui la France était vraiment le pays de refuge permanent, le pays de la sécurité, le pays de la liberté. Et ces droits de l'homme ont une importance donc exceptionnelle dans l'histoire humaine parce que c'est la première rupture avec l'Ancien Monde. L'Ancien Monde était basé et bâti uniquement sur la loi du plus fort. C'était les chefs de guerre, c'était les rois, c'était partir à la conquête, c'était toujours mépriser l'autre. Et aujourd'hui, à partir du moment où on a mis en place ces droits de l'homme, ça a changé complètement tous les concepts. Et désormais, les deux principes essentiels qui ressortent de l'ensemble de la déclaration, c'est la loi est au-dessus de la force, et donc la force est au service de la loi. Donc ça, c'était déjà le changement radical le plus extraordinaire qui puisse exister. Et c'est parfaitement lisible dans l'article 12, qui rappelle sans cesse que toute la force publique est au service du peuple et non au service de ceux à qui elle est confiée. Elle est au service du peuple
habitant le territoire France, qu'on peut aussi appeler les Français, et non au service de ceux à qui elle est confiée. Elle est au service des Français, pas de Castaner, Macron et sa bande. C'est l'article 12, et c'est ce qui fonde la France. Et sans cet article, il n'y a plus de France. J'insiste un petit peu peut-être, mais je crois qu'il faut le faire parce que c'est vraiment essentiel de comprendre que le genre humain doit fonctionner sur des règles qu'il rédige et qu'il prépare et qu'il admet globalement en tant que peuple. Et la deuxième règle qui apparaît naturellement dans cette déclaration des droits de l'homme, c'est la souveraineté du peuple. Au-dessus d'un roi, au-dessus d'un système, au-dessus d'une secte, le peuple français est souverain. Clairement, chaque individu, un peuple, c'est un terme encore abstrait, mais un peuple, c'est vous, c'est chacun d'entre vous qui est en ce moment en train de me regarder. Vous êtes un être souverain. Vous avez une déclaration qui a été rédigée par vos ancêtres pour vous garantir ce droit. Vous êtes un être souverain. En tant que peuple, il n'y a rien qui peut remplacer votre loi par la force. Et donc, tout ce qui se passe en ce moment est totalement illégal au regard de la loi. Alors maintenant, ce qu'il faut voir, c'est si elle est admise dans la Constitution, si c'est la loi que nous avons tous admise globalement. Et ça, c'est ce qu'on appelle une constitution, toutes les règles de fonctionnement du pays. Alors, ces règles de fonctionnement du pays, en toute logique, les habitants d'un pays sont ceux, normalement, qui devraient la rédiger. Il se trouve que la République combat les droits de l'homme depuis qu'ils existent et cherche sans arrêt à faire semblant de les protéger tout en faisant en réalité le contraire. Or, vous pouvez constater le résultat, à savoir qu'aujourd'hui, les droits de l'homme sont effacés. Vous ne les trouvez plus dans les postes, vous ne les trouvez plus dans les mairies, vous ne les trouverez plus dans les écoles, ils ne sont plus affichés nulle part. Ils ont réussi peu à peu à faire disparaître tous ces panneaux informant la population que c'est la plus haute autorité de France. C'est la règle fondatrice du pays qu'on appelle France et donc de la population qui y vit. Alors, en faisant disparaître ces panneaux peu à peu, et quand j'étais petit, ils y étaient encore, dans la plupart des mairies, dans la plupart des bureaux de poste, dans la plupart des écoles, aujourd'hui, vous n'en avez presque plus un seul. Peut-être dans un village à trou perdu quelque part au fond de la France, il en reste peut-être un ou deux, mais c'est tout. Et donc, ces droits de l'homme représentent la souveraineté du peuple et représentent la loi au-dessus de la force. Alors, partant de là, il y a ensuite tous les articles qui sont assez précis, qui établissent quels sont ces droits, mais surtout qui rentrent dans la Constitution exigée par De Gaulle. Lorsqu'en 1946, après la guerre, la France était donc à plat et qu'il fallait recréer une Constitution, la première chose qu'a demandé De Gaulle, qui lui n'était pas impliqué dans la secte maçonnique, la première chose qu'a voulu De Gaulle, c'est l'établissement du préambule, et c'est le préambule de 1946. C'est-à-dire, comme base fondatrice pour la France, on remet la Déclaration des droits de l'homme comme la plus haute autorité juridique. Et ça, c'est complètement radical. Ce préambule de 1946, qui est la base de la Constitution, établit comme règle première que dans le bloc constitutionnel, il y a 3 éléments. Le premier, c'est la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Il y en a une autre qui a été écrite peu après, en 1793, pardon, qui est un petit peu plus complète et tout, mais qui possède un inconvénient majeur, c'est qu'elle comporte 35 articles, c'est-à-dire 2 fois plus que celle de 1789, sans aboutir à être beaucoup plus claire. C'est pourquoi De Gaulle a choisi celle de 1789, parce que 17 articles, tous les enfants, en l'espace de 3 mois à l'école, l'ont mémorisé par cœur. 17 articles courts, c'est très facile à mémoriser et tout le monde doit connaître par cœur la Déclaration des droits de l'homme parce que c'est à partir de celle-ci que vous connaissez exactement la loi, que vous ne pouvez plus faire d'erreur, qu'aucun policier peut vous intervenir sans une véritable raison et sans que vous puissiez ne pas répondre.
Donc là, vous avez l'outil permanent qui garantit vos droits, qui garantit votre liberté, qui garantit tout l'ensemble de vos droits. Et donc, cette déclaration des droits de l'homme a été considérée comme la plus haute instance hiérarchique du système juridique de France, et donc qui est au-dessus des deux autres parties du bloc constitutionnel. La deuxième partie est le préambule de 46, qui motive donc cette déclaration comme la plus haute instance. Ensuite, vous avez ce préambule de 46, et ce préambule de 46, pourquoi est-ce qu'on l'a repris en 58? Pour une raison précise, c'est que dans ce préambule, vous avez un certain nombre d'articles qui précisent la situation constatée après la guerre. Et une des premières choses qui avait été constatée, c'était de bloquer le système américain qui essayait d'annexer la guerre, après la Seconde Guerre mondiale. Vous savez que les Américains, avec leur plan, essayaient d'annexer carrément la France. Et De Gaulle donc, a réussi à empêcher cela. Mais ce qui est important, c'est que dans ce préambule, vous avez ce fameux article 9. Et cet article 9 garantit que tous les biens de la France appartiennent aux Français. C'est-à-dire que tout ce que fabriquent nos ancêtres depuis 1000 ans, depuis 2000 ans pratiquement, puisque vous avez des restes de cathédrales, mais vous avez aussi beaucoup de restes d'aqueducs, etc., qui restent de l'époque presque romaine, ce sont les biens qui appartiennent à la France. Et donc, dans ce préambule, on protège tout le patrimoine français en disant ce patrimoine appartient aux Français, il ne peut pas être privatisé, il ne peut pas être vendu, il ne peut pas appartenir à quelqu'un d'autre. Et donc, protéger la France et son territoire, c'est protéger les rivières, les fleuves, c'est protéger l'électricité, c'est protéger les communications, c'est protéger absolument tout ce qui est en commun aux Français. Et donc, ça, c'est extraordinaire parce que c'est ce qui fait que lorsque l'électricité, par exemple, qu'on produit, on a facturé cette électricité aux 50 millions de Français qui vivent là, et puis qu'à la fin de l'année, on s'aperçoit qu'il y a du bénéfice, eh bien, ce bénéfice sert à baisser les factures l'année d'après. Et donc, on se retrouve avec naturellement chaque année un réajustement qui fait qu'on paye systématiquement l'électricité au prix le plus bas qui soit. On paye systématiquement l'eau au prix le plus bas qui soit. Toutes nos communications se payent au prix le plus bas et ainsi de suite. Parce qu'il est interdit par la loi de privatiser quoi que ce soit de tout ce qui appartient globalement au peuple. Voilà pourquoi, lorsque Mitterrand a commencé à faire de la privatisation, c'était une escroquerie à la loi française. Lorsque Chirac en a rajouté, il a continué. Lorsque Sarkozy continue et en fait encore un peu plus et ouvre encore plus grande la porte à vendre nos biens, c'est totalement illégal. Et alors, je ne vous dis pas, entre Hollande et Macron, maintenant, c'est la totalité de ce qui nous appartenait qui est parti dans les mains de cela. Alors, qu'est-ce que ça produit? Eh bien, ça produit que la même électricité qui est fournie et pour laquelle, normalement, on devrait payer le prix de l'électricité au prix le plus bas, eh bien maintenant, c'est devenu le contraire. On la paye au plus haut. Pourquoi? Parce que vous avez maintenant des actionnaires qui sont là à la fin de l'année pour prendre le bénéfice et se l'emmener dans les paradis fiscaux. Quand dans les années précédentes, ça nous appartenait et que ce bénéfice servait à ce qu'il soit répercuté sur les factures de l'année d'après et qu'on paye beaucoup moins. Aujourd'hui, non seulement donc, ce bénéfice, ils se le mettent dans la poche et ils partent avec, mais en plus, pour augmenter leur bénéfice et le rendre encore plus gros, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Tout simplement, ils baissent la qualité des services. Et donc, il y a moins d'entretien sur les outils qui fournissent l'électricité. Du coup, on se retrouve parfois avec des accidents nucléaires, on se retrouve avec des baisses, on se retrouve avec une mauvaise gestion générale. Pourquoi? Parce qu'on va limiter tout ce qui est frais et augmenter, par contre, tout ce qui est bénéfice. C'est pour ça que maintenant, vous avez des factures avec des taxes qui s'ajoutent de tous les coins, qui sont justifiées anarchiquement, n'importe comment, avec des histoires de réchauffement, enfin n'importe quoi. Et tout ça pour grossir les factures et arriver à augmenter sans cesse le prix et leurs bénéfices à eux à la fin de l'année. Et la même chose se fait sur l'eau, sur les communications, sur tout. Et donc, c'est sans aucune limite que tout ce qu'on devrait payer très peu cher, on le paye aujourd'hui 2, 3, 4 fois plus que ça ne devrait si ça n'avait pas été privatisé.
Donc voilà un petit peu pourquoi les droits de l'homme, c'est quelque chose d'essentiel parce que ces règles-là, si on les avait suivies, la France serait aujourd'hui extrêmement riche. Mais quand je dis la France, ce n'est pas la France en tant que pays, ce n'est pas la France en tant que politicien qui a ses jets privés, etc. Non, c'est la France des Français. Et c'est la France des Français qui vivent riches, qui vivent bien, qui sont à l'aise, où il n'y a pas de pauvreté. Euh, c'est la qualité de vie de la France qui existait à plusieurs reprises. Elle a existé après après la Première Guerre mondiale, dans l'accord franco-russe, et elle a existé encore après la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à ce que, malheureusement, ils arrivent à placer leur premier pion, qui est Pompidou, donc un employé Rothschild déjà, et puis ensuite, qui a repassé la main à Giscard d'Estaing, qui lui a été chargé de créer le chômage, puisqu'il n'y en avait pas du tout en France encore à cette époque-là. Donc Giscard d'Estaing a été chargé de créer le chômage. Il lui a suffi de quelques lois et puis ça y est, c'était parti. Et à la fin de son mandat, on avait déjà presque 1 million de chômeurs en France. Donc il a bien bossé pour eux. Mais en attendant, en France, on a donc aujourd'hui toujours en vigueur un bloc constitutionnel dont la plus haute hiérarchie est la Déclaration des droits de l'homme. Et alors, il y a une particularité dans cette déclaration, c'est qu'elle considère, et c'est écrit en toutes lettres, elle considère que s'il y a un non-respect des règles de cette Déclaration des droits de l'homme, alors ça provoque naturellement l'inexistence, la non-validité de la Constitution telle qu'elle a été écrite. C'est-à-dire que la Constitution ne peut exister, n'a de valeur que dans la mesure où elle ne vient en rien contrarier la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Alors, je vous invite à prendre cette déclaration de 1789 et simplement à la lire. À la lire. Dès le départ, vous allez lire ce préambule qui précise dans quelles conditions, si on oublie cette déclaration, il nous arrive ce qui nous arrive. Et c'est exactement ce qui se passe. Je vous invite à lire ensuite les différents articles et vous allez voir que vous avez des droits très précis, très clairs. Le droit à la propriété. La propriété, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est le fruit de votre travail, que vous soyez salarié, employé, entrepreneur, peu importe, le fruit de votre travail vous appartient. La propriété, c'est ça. Et ça veut dire que si vous achetez une maison, on ne peut pas vous la prendre. Ça veut dire que si vous mettez votre argent à la banque, on ne peut pas vous le prendre. Et donc, dès l'instant où la loi, c'est celle-là, est basée sur la souveraineté du peuple et ses droits de l'homme, eh bien, dès l'instant où un politicien va faire une loi disant votre argent est à la banque et maintenant, moi, je signe un contrat donnant pouvoir à la banque de se sauver avec votre argent, c'est illégal. Et pour prévoir ça, il y a un Conseil constitutionnel qui veille à la légalité des lois, ou plutôt à la légitimité des lois, pour être précis. Eh bien, le rôle de ce Conseil constitutionnel, c'est donc d'empêcher des lois qui viennent contredire les droits de l'homme. Seulement, il y a un problème. C'est qui est au Conseil constitutionnel? Et tout le problème est là. C'est-à-dire qu'à l'instant où c'est le même politicien qui va violer la loi, qui choisit celui qu'il met comme président du Conseil constitutionnel, alors à partir de ce moment-là, il a tout fait, il peut tout faire. C'est comme le criminel qui, avant son crime, choisit le juge et choisit le directeur de la prison où il sera. Après, il peut commettre son crime tranquillement. Et même s'il est en prison, il sera libre et le juge, de toute façon, ne le condamnera pas. Donc là, en l'occurrence, en créant un système totalement faux par cette constitution qu'ils ont créée en 1958 et puis qu'ils ont remanié plein de fois pour grossir encore leurs droits et leurs pouvoirs, cette secte de la maçonnerie a réussi maintenant à choisir eux-mêmes qui ils mettent au Conseil constitutionnel et en plus de ça, à faire des renversés automatiques. Donc le mec qui a été président du pays, quand il a terminé, systématiquement, il devient un des principaux acteurs du Conseil constitutionnel. Et il touche la paye qui va avec, hein, ça ne s'arrête pas là. Il continue en plus, mais il n'a rien à faire, mais ça ne fait rien. Il continue d'être là. Et son rôle, c'est de ne rien faire, surtout pour que les copains continuent à passer des lois illégales. Et en l'occurrence, si vous voulez, le pire, le mieux, le meilleur de tous les exemples, c'est celui qui a été placé par Hollande pour garantir que Macron pourrait faire toutes les magouilles qu'il veut, ça a été de mettre Fabius en place. Alors, avec un Fabius comme président du Conseil constitutionnel, vous pouvez être tranquille que là, tout est permis. Là, c'est la voie grande ouverte.